Je vous propose maintenant de découvrir le portrait de Bruno Le Maire. Entré au Quai d'Orsay en 1998, avant de devenir directeur de cabinet à Matignon, élu député de l'Eure en 2007, il a été ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Fillon. À 47 ans, il se présente à la primaire de la droite et du centre. Karine. Bienvenue, presque chez vous. Alors, c'est un peu comme chez vous parce que si vous regardez, il y a beaucoup de choses à vous. Il y a moins de photos de moi chez moi, je vous rassure. Ah oui? Parce qu'il faut quand même être très narcissique pour mettre des photos de soi chez soi. Bah, ça commence mal, j'en ai plein de chez moi. Je reconnais plein de choses. Ça, c'est une de mes photos préférées. J'adore. Ouais. Ah oui, le noir et blanc avec votre femme, elle est magnifique. Et voilà. Magnifique. Bon, c'est pas ma terrasse. Hein. Très très bel endroit. En plus, il y a du vin, ça s'est fait pour me faire plaisir. Ouais. Normalement, c'est votre vin préféré. Hein. Bon, alors comment doit-on s'appeler? Moi, je suggère qu'on s'appelle par notre prénom. Ah, oui, comme on le fait dans la vraie vie, ce sera mieux. Ça. Moi, je pense que l'image publique qu'on a de vous, elle est due à votre physique. Vous êtes grand, plutôt beau, bien né. En fait, vous êtes peut-être victime d'une sorte d'élite sale gueule, mais à l'envers. J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que on s'arrête parfois au CV, où est-ce qu'il est né. Tiens, il est né à Neuilly-sur-Seine, il a été élevé dans le 16e arrondissement, il a fait telles ou telles études. Bon, voilà, ça fait partie de ce que je suis. Après, je pense que ce qui compte, c'est pas d'où on vient, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on est. Et moi, j'ai envie d'être jugé uniquement là-dessus. J'avais un prof de français, il m'a dit, vous savez, Bruno, toute votre vie, vous devrez vous excuser d'être grand. Il n'avait pas tort. Et pourquoi, à votre avis? Ça fait arrogant? Je trouve, ça fait arrogant. Mais je le reproche depuis que j'ai 11 ans. Voilà, on dit, vous êtes arrogant. Combien vous mesurez? 1m90. Eh oui. Mais les petits ont d'autres problèmes, hein. Je sais pas, faudra leur demander. Ah bah, je leur demanderai en leur temps, vous inquiétez pas. J'ai pas ce problème non plus. Il paraît que vous prenez un verre de vin tous les soirs quand vous rentrez à la maison. C'est vrai que c'est pour calmer les nerfs, c'est très très bien. Ah, mais on n'a pas trinqué d'ailleurs. On trinque, voilà. On trinque à quoi? On trinque à la victoire. Faut toujours trinquer à la victoire. La victoire de qui? Quelle qu'elle soit. Bien. Mon challenge, c'est de faire comprendre ce soir combien vous êtes plus singulier que ce qu'on imagine. Et ça remonte à loin. Ça remonte à votre grand-mère, Isabelle, qui est aussi sortie du carcan de sa famille. Là, vous commencez fort, parce que ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, c'est vrai que c'est probablement la personne qui a le plus compté pour moi dans mon enfance. Isabelle, la grand-mère de Bruno Le Maire, une femme originale qui se moquait des conventions, a joué un rôle essentiel dans son éducation plutôt stricte. C'était quelqu'un de... totalement libre. Hein. Je pense qu'elle avait cette espèce de petit grain de folie. Divorcée, elle s'est remariée. À l'époque, c'était quand même quelque chose qui se faisait très peu. Elle a appris à piloter un avion alors qu'elle avait 25 ans. Et puis elle m'a appris que voilà, les conventions, ça ne comptait pas. Et qu'il fallait se moquer de ce que diraient les autres. Et puis quand quelque chose l'emmerdait, ben voilà, elle disait voilà, ça m'emmerde, je passe à autre chose. Elle m'a inculqué vraiment d'être fidèle à ce qu'on ressent, c'est tout. Je pense vraiment que je le tiens de ma grand-mère et de sa liberté totale. Et du coup, le jour où elle a disparu, ça a été un vide et un bouleversement total dans ma vie. Vous avez 24 ans, je crois. J'avais 24 ans, oui. Quand j'ai appris ça, ça a été la vraie première rupture dans ma vie. Malgré l'influence de sa grand-mère, Bruno Le Maire doit composer avec l'éducation bourgeoise de ses parents. Vous aviez des parents un peu mondains, forcément. Oui, mais moi, je vais vous dire... Et vous rejetiez ça? C'est même pas que je rejetais, c'est que ça m'angoissait. Vous avez fait des rallyes? J'ai détesté ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les rallyes... Vous allez raconter à ma place ça. Vous me dites si c'est ça, parce que moi, j'ai jamais été invitée au rallye, forcément, avec ma tête. C'est la haute bourgeoisie et noblesse plutôt parisienne. Ils font des petits bals pour leurs enfants, pour qu'ils se marient plus tard entre eux. Donc en fait, ils les font se côtoyer, mais il faut apprendre à danser, plein de danse. Moi, ça me fait rire. Donc la valse, ces trucs-là. Bon, ils sont plutôt en petit costume coincé. Ouais. Mais le but, c'est donc que les gens, en fait, ne se fréquentent que dans la même caste.
Oui, jamais aimé ça. Mais vous y alliez quand même ou pas? Non, enfin, j'y suis allé un peu, mais ça m'angoissait, tout simplement, parce que si c'était pour sortir avec les mêmes gens que moi, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'on a proposé ça à mes enfants. J'ai dit, c'est niette, voilà, hors de question. Tout ce qui vous renferme sur le même petit milieu, les mêmes petites certitudes, n'a aucun intérêt pour moi. Je fuis ça comme la peste. Il paraît qu'avec vos copains de classe, tout le monde se moquait de ses parents qui avaient peur de l'arrivée des socialistes. Ah oui, c'est en 1981. C'était la hantise absolue. On en parlait chez vous? On en parlait, mes amis en parlaient, il faut partir, les communistes arrivent, dans les chars dans la rue, c'était effrayant. Enfin bon. Ils étaient terrorisés, les parents? Terrorisés. Et on s'en moquait, parce qu'on se disait, bon, après tout, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Bah, il s'est pas passé grand-chose. Et il s'est pas passé grand-chose. Bruno Le Maire a fait des études brillantes. Normal Sup, agrégation de lettres, Sciences Po et l'ENA. Vous savez comment ça que vous appelez par rapport à vos études? Bac plus 18. Ça me fait beaucoup rire. Bah oui. Et en fait, ça fait bac plus combien? Bon, ça va faire bac plus 11. Ouais, quelque chose comme ça, voilà. Il était pas très loin de la vérité, finalement. Mon père était très inquiet que je fasse des études de lettres. Voilà, l'hypocagne, la cagne, enfin la classe préparatoire à l'école normale. Pour mon père, non, c'est pas rien, mais c'était pas ce qu'il fallait. Ça menait pas à banquier, avocat, voilà, une profession sérieuse. Les lettres, c'était pas sérieux. Ah oui. Et vous, ça vous a ouvert l'esprit? Ouais, je suis ouvert à ce moment-là. Ouais. Vraiment, ouvert socialement, ouvert intellectuellement. Je me suis fait des amis... Des amis de gauche? Très proches, des amis tous de gauche, oui. Tous de gauche? Quasiment. À l'école normale, c'est surtout à gauche? Bah, en tout cas, dans ma classe prépa, d'époque, c'était quasiment que des gens de gauche, mais c'était bien. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études et j'ai pu être complexée par rapport à des gens qui en avaient fait beaucoup. Hein. Moi, je trouve que c'est un complexe idiot parce que... Merci. Non, mais je dis pas ça pour vous. Hein. Je dis ça simplement parce que je considère qu'il faut juger les gens à ce qu'ils ont fait. Bah oui, mais enfin, vous êtes tous quasiment passés par l'ENA quand vous êtes ministre. C'est quand même fou. Regardons qui est un bon ministre et qui est un mauvais ministre. Ça me paraît la meilleure façon de juger les gens. Mais concrètement, dans les études de l'ENA, on apprend des choses dont on se sert après au pouvoir ou pas? Sincèrement? Non, sincèrement, non. Et j'estime qu'aujourd'hui, l'ENA, c'est une école qui a fait son temps. Finalement, votre père, il était content alors de votre parcours? En fait, je ne le saurais jamais puisqu'il ne me l'a jamais dit. Donc, il ne l'a jamais dit. Il est décédé, vous aviez quel âge? Je venais tout juste de terminer l'ENA. Tout juste de sortir de l'ENA, je vais avoir 27 ans plutôt. Voilà. Mais quand vous avez été accepté, il vous a rien dit? Je pense qu'il était content, mais voilà, c'était pas du genre à le manifester. C'est quelqu'un qui n'a jamais manifesté ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'en avait pas, hein, mais il ne les manifestait pas. On ne s'est jamais parlé, et maintenant c'est trop tard. Il y a plein de choses que vous auriez aimé lui dire? Je ne sais même pas, honnêtement. Ouais. Je ne sais même pas, mais je sais que voilà, je suis passé à côté de lui. Mais du coup, quand on a des parents comme ça, enfin un père comme ça, on est comment avec ses propres enfants? Vous avez 4 garçons? Je pense qu'on est d'autant plus affectueux. Mm. Et c'est ce qui compte le plus pour moi. C'est ma famille, au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Oui. La famille que vous avez créée? Voilà. Eddy Duluc est photographe. Il suit Bruno Le Maire dans tous ses déplacements depuis 2 ans. Ils sont devenus amis. C'est un papa de 4 enfants, il appelle tous les jours en sortant de meeting sa femme Pauline, il appelle ses enfants. Il sacrifiera jamais sa vie personnelle pour sa vie politique. Sa vie de famille passe avant tout, quoi. On est mariés depuis 18 ans avec Pauline, on se connaît depuis 20 ans. Ça a toujours été une envie d'avoir beaucoup d'enfants? Parce que Pauline m'a dit que c'était vous. Moi, j'en aurais bien eu 5. Hein. C'est rare, hein, d'ailleurs, que ce soit le père qui pousse autant comme ça. Hein. Plus il y a de vie, mieux c'est. Voilà. C'est les enfants qui donnent la vie dans une maison? Bien sûr. Si c'est pas le bordel dans une maison, c'est terriblement ennuyeux. C'est vrai. Donc chez moi, effectivement, c'est un peu Beyrouth quand je rentre. Voilà, il y en a un qui est sur le canapé, il y a le hamster qui est en train de ronger le fauteuil, il y a le gecko qui s'est échappé de la cage, on ne sait pas où il est. Le gecko, ça c'est mon deuxième fils, il a un gecko, un petit lézard. Ah, oh! Voilà. Et il mange des criquets. Donc si vous venez chez moi, ben, il y a des bruits de criquets. Et c'est pas du tout parce qu'il y a un champ de lavande, c'est uniquement parce que le gecko mange des criquets vivants. Donc il faut acheter des criquets régulièrement. Mais il paraît que vous criez quand vous rentrez. Un petit peu, puis après ça se passe. Il y a la phase de décompression, c'est ça. Qui dure quelques instants. C'est je crie, je bois un coup, ça va mieux. Exactement. Ouais, bah, vous êtes un mec, quoi. C'est parfait. S'il y a un match de foot, c'est encore mieux. Ça calme tout le monde. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants que vous avez reçus? Parce qu'il y avait des choses très positives aussi, j'imagine. L'honnêteté. Ne supporte pas le mensonge.
Je ne supporte pas ça. Tout le monde fait des bêtises. Mais le dire, avoir le courage de le dire, c'est le plus important. Et puis, qu'ils construisent leur propre vie, pas celle que les autres veulent qu'ils construisent. Et puis la troisième chose, c'est, ça je les saoule un peu avec ça, c'est l'émerveillement, c'est-à-dire... Pas être blasé. Pas être blasé. Je pense que c'est une attitude par rapport à la vie. Voilà, on reste capable de s'étonner tout le temps par ce qui vous entoure. Et est-ce qu'ils sont un peu comme vous, bien peignés Pas du tout. D'ailleurs, ça me fait plaisir que mes enfants soient pas aussi coincés que leur père. Ça, je me dis qu'au moins, j'ai réussi quelque chose, c'est qu'ils sont moins coincés que leur père. Mais il y a des choses sur lesquelles, c'est des vraies inquiétudes, je ne transige pas. La drogue est une vraie inquiétude pour moi. Mon fils est né à 16 ans, le deuxième va avoir 14 ans. Même un petit pétard, ça passera pas. Ah non, rien. Ah, rien. Rien. Je suis totalement intransigeant sur le sujet. Est-ce que vous préférez qu'ils vous mentent ou qu'ils fument? Je préférerais qu'ils ne me mentent pas et qu'ils ne fument pas. Non. Voilà. Les tu préfères, c'est pas comme ça que ça marche. Je réexplique. Il n'y a que deux possibilités. S'il devait fumer, s'il y en a un qui doit fumer un jour, est-ce que vous qu'ils fument préférez... et qu'ils me le disent. Ah. De très loin, ouais. On parle de petits mensonges et de liberté. Je sais que votre position vis-à-vis du mariage pour tous, à l'époque, pour la droite, ou tradi, ça s'est un peu mal passé. Vous savez que vos frères ont reçu des mails d'insultes et tout ça? J'en ai reçu beaucoup aussi. C'est vrai? Beaucoup. Eux, ils étaient pour rien. Non, mes enfants aussi ont payé le prix. Bruno, son équilibre, le trouve aussi bien dans le milieu d'où il vient que dans le côté un petit peu plus foufou, d'être entouré d'homos, d'hétéros. C'est pas du tout un sujet au QG, à son QG de campagne ou quoi que ce soit, dans ses relations. Lui, il est naturellement très ouvert d'esprit. Si l'un de vos garçons a des petits mensonges amoureux avec un garçon? Je l'imagine pas, pour tout vous le dire, parce que je connais mes deux aînés, voilà. Mais si sur un de mes 4 garçons, l'un d'entre eux tombe amoureux d'un autre garçon, je dirais c'est très bien. Le tout, c'est qu'ils aiment sincèrement, c'est tout. S'il est heureux, c'est essentiel. En 1998, Bruno Le Maire entre au cabinet de Dominique de Villepin et y fait la connaissance du président Chirac, un homme chaleureux qui l'a touché par son humanité. Moi, ça a été un vrai coup de foudre, la première fois que je l'ai vu. Vous étiez séduit par l'homme? Séduit par l'homme. Puis il avait des gestes qui moi, m'ont touché. Alors après, c'était sincère, pas sincère, je sais pas. Moi, je veux même pas chercher à savoir. Mais je me souviens, la première année au cabinet du Premier ministre, et j'étais parti dans une petite station de ski. C'était l'hiver 2005. Et le 24 décembre au soir, il y a le téléphone qui sonne. Oui, ici, le secrétariat particulier du président de la République, on va vous passer le président de la République. 24 décembre à 11h. Alors, je dis, monsieur le président, voilà, très bien, qu'est-ce qui se passe? Ça t'attend un drame. Je m'attends à un drame ou je sais pas quoi. Et il me dit, bah alors, qu'est-ce que vous faites? Je dis, bah, je suis en famille, on est le 24 décembre au soir, je réveillonne comme tout le monde. Et vous êtes avec qui? Vous êtes avec Pauline? J'ai dit, oui, je suis avec Pauline. Et vous êtes avec vos enfants? Je dis, bah oui, monsieur le président, je suis avec mes enfants. Et là, il me dit, eh bien, vous direz à vos enfants qu'ils ont un papa formidable. Et ça m'a... Voilà, c'est une phrase qui restera gravée au fond de moi toute ma vie, je crois. C'est des choses qui font qu'après... Peut-être qu'il était tout seul, lui. Vous travaillez 15 heures, 16 heures par jour pour cet homme-là, parce qu'il a eu, au moment où il fallait, le jour où il fallait, le mot qu'il fallait. Le mot qui vous touche. On parlera de politique à l'intérieur, mais avant, on va parler d'amour, parce que moi, c'est ma grande spécialité. Allez, venez, Bruno. Je suis. Tiens, le chat a vomi. C'est moi qui bois, c'est le chat qui vomit. Ça m'arrange. Depuis la fin de ses études et le début de sa carrière, Bruno Le Maire peut compter sur le soutien discret et bienveillant de sa femme Pauline. Vous avez choisi une femme aussi qui était vraiment loin de l'archétype de ce qu'on aurait pu imaginer avec votre éducation finalement. Très loin de ce qu'on pouvait imaginer et donc très proche de ce que je suis. Voilà, très proche. Comment vous l'avez rencontrée? Alors, je l'ai rencontrée dans une auto-école et on passait les séances de code. Et il y avait une jeune fille que je trouvais très mignonne. Et à chaque fois qu'il y avait un truc qu'il fallait répondre, elle répondait, mais toujours à un truc totalement délirant. Par exemple, vous aviez une rue avec un grand sens interdit. Et la question, c'était A, je vais tout droit, B, je vais à droite. Donc tout le monde répond B et elle répond A. Et après, elle s'explique, oui, parce que le panneau était mal. Je dis, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle ne répond pas comme tout le monde.
Et du coup, voilà, je l'ai invitée à prendre un verre, puis 2, c'était difficile. Hein. Elle voulait pas. Non, elle ne voulait pas du tout, elle trouvait que j'avais les cheveux trop courts et tout ça. Oui. Là, Elle avait 19 pour ans, le coup, je lui ai fait un petit mensonge, vous voyez, un de mes rares petits mensonges. Parce qu'elle trouvait que j'avais les cheveux beaucoup trop courts et que j'étais beaucoup trop propre sur moi. Donc je dis non, j'ai les cheveux courts parce que je fais mon service militaire. Mais d'habitude, j'ai les cheveux très très longs. C'est pas vrai. Et oui, elle était déçue parce que depuis, j'ai toujours les cheveux aussi courts. Ah! C'est le moment de faire votre coming out. Ne bougez pas. Un homme que vous voyez en secret, régulièrement, plusieurs fois par semaine, et il est temps que la France sache, c'est lui. Ah, mais oui, c'est mon coiffeur. Oui, Je l'avais pas reconnu avec c'est ça. C'est Benjamin. Benjamin. Ça, c'est vraiment balancé par mon épouse, oui. Donc il paraît que plusieurs fois par semaine, vous ne supportez Plusieurs pas... fois par semaine, non, là, elle a qu'est-ce qu'elle a poussé le dit bouchon un peu loin. Elle a Non, pas mais été surtout, j'aime bien dépassée. discuter avec lui. Bon. Non, mais c'est vrai, hein. Mais il vous coupe les cheveux quand même à chaque fois. On coupe les cheveux, mais on discute aussi. Il vous a remis un petit courrier. Alors ça, c'est sympa. Parce qu'il a des analyses politiques très fines. C'est vrai? Ouais. En là, je ne sais pas de la politique. Bruno, pensez-vous que votre coiffure influe sur l'électorat féminin? Féminin et masculin, moi, je pense. Les deux. Ouais. Les deux, ouais. Et c'est important d'être propre sur soi. Oui, la chemise repassée, le fait d'aller chez le coiffeur, d'avoir une tenue propre, de faire attention à soi. C'est une marque de respect pour les gens et ça dit quelque chose de ce que vous êtes. Qu'est-ce que c'est que cette manie que vous avez le soir? Et c'était Je quoi? vous vois venir. Ouais, voilà, j'y viens donc. De lire à haute voix de la poésie en allemand. J'ai lu du Proust aussi, oui. Ça, Oui, et Pauline aimerait de temps en temps pouvoir lire son livre Il faut tranquille. imaginer ce qu'elle supporte. Quand j'aime quelque chose, j'aime bien le faire partager. C'est un désastre pour ceux qui sont autour de Mais moi. c'est ça. La littérature, ça s'écoute avant de se lire. La grande littérature, c'est la musique. Donc vous changerez rien du tout. Faut que je dise à Pauline que tant Donc, pis. il faut qu'elle change de mari si elle ne veut pas m'entendre Mince. réciter. J'ai échoué. C'est Pauline, en tout cas, la relation qui vous unit tous les deux, parce que elle en a rien à faire de la politique. Rien. Elle est peintre, mais elle vous aime pour vous, profondément, pour l'être. Je vais me faire pleurer. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah. Elle vous aime profondément pour l'être que vous êtes. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est votre soutien le plus infaillible. Oui. Et je crois qu'il y a une grande admiration mutuelle. Oui, aussi. Mais vous avez de la chance de vous être trouvés. Hein. C'est sans doute du travail aussi au quotidien. Mais c'est une chance au départ. Non, c'est une chance au départ, mais ça explique beaucoup de choses. Ça explique la relation difficile que j'ai eue avec mon père, parce que mon père ne voulait pas que j'épouse Pauline. C'est quelqu'un qui me permet de dépasser la politique quand il faut la dépasser, et de revenir à chaque fois à ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la vie, la mort, la maladie. Voilà, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir dans la vie, dans le fond. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ouais. Ça veut dire qu'un chef d'État seul, c'est pas le même qu'un chef d'État... Je pense que c'est impossible d'être un chef d'État seul. Ça n'existe pas. Le pouvoir, de toute façon, c'est l'épreuve de la solitude, tout le temps. Et pour supporter cette solitude, j'ai besoin, moi, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui n'éprouve aucune forme de fascination pour le pouvoir politique. Voilà, puis c'est mon vrai point de repère. Pendant le peu de temps libre qu'il s'autorise, Bruno Le Maire s'adonne à des joies simples, bien loin de ce que l'on pourrait attendre d'un énarque. Dans le train, dans ses lectures, il aura aussi bien du Rouge et le Noir de Stendhal ou du Proust que du Closer, Public. Alors ça, c'est un truc chez lui, il adore ça, il adore les potins, il adore lire ça. Je sais pas s'il connaît les 3/4 des mecs qu'il y a là-dedans. En tout cas, il va même pas cacher les magazines ni rien, il est très fier avec ses petits Voici, ses Public, ses Closer, et puis il va lire ça, c'est assez drôle, mais il aime ça, ouais. Vous avez une culture populaire qui est assez étonnante, qui est plutôt drôle. Ouais. Je vous montre un extrait. J'aime me beurrer la biscotte. J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit. Vous dites ça à toutes les femmes? Non, seulement aux femmes sublimes aux yeux marrons qui m'apportent mon petit déjeuner au lit. Regarde. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, dites-moi, Larmina,
Mais pourquoi ça vous fait mourir Parce que de c'est... rire? Voilà. Expliquez-moi. Lui me fait tordre de rire, et le regard effaré de la fille, qui dit vraiment, ce type est trop con. Ouais. Vous aimez les tuches? J'aime beaucoup les tuches. Oui, pourquoi vous aimez les tuches? Parce que, alors je ne vais pas dire qu'il y a une philosophie profonde dans les tuches, mais il y a quand même une façon de se foutre de la gueule de tout ce en quoi on croit qui est drôle. Les tuches, ils profitent du système Oui, à fond, les aides sociales, les machins. Et on assume qu'on est intellectuel, d'avoir des plaisirs populaires, Ah oui, bien sûr. facilement. Mais en plus, enfin, vraiment, j'ai du respect pour cet humour-là, parce qu'il faut le trouver. L'humour Ouais. des tuches, c'est pas facile. L'humour d'OSS 117, c'est voilà, c'est bien trouvé, c'est bien senti. Et c'est un humour, il y a quelque chose de très, très français là-dedans. Ouais. Comme camping, Cette vous aimez bien capacité. camping aussi. J'adore camping. Patrick Chirac, j'aime beaucoup. Je sais pas, les gens qui ont du mépris pour cet humour-là, je suis toujours inquiet. Je me dis, ils doivent pas comprendre l'esprit français. Bruno Le Maire commence sa carrière d'écrivain par un travail étudiant plutôt original. Il écrit un roman à l'eau de rose pour la collection Harlequin. Donc votre pseudo, c'était Duke William, c'est ça? On n'a Ouais. pas réussi à le retrouver, ce livre. Je ne sais pas si vous avez racheté tous ceux qui restaient et que vous avez brûlés ou quoi. Mais quand vous De toute étiez façon, les étudiant... Harlequins sont à peu près tous les mêmes. Hein. Donc, vous en achetez un, les histoires sont assez semblables. Oui, c'est vrai. Et à l'époque, ça permettait de se faire un peu d'argent de poche. C'est De drôle. manière assez facile, parce qu'on vous donne la trame de l'histoire. Avec les numéros de page et tout ça, genre il se passe Avec- ça, voilà, la rencontre, exactement, le il se machin. passe là, la rencontre. C'est toujours un médecin qui habite une jolie maison, qui rencontre, alors qu'il est marié, il rencontre une jolie infirmière. Il y a la couleur de cheveux, elle peut être rousse, elle peut être brune, ça dépend. Si on veut du piment, pas de piment, voilà, c'est comme ça. Et vous, vous contentez de mettre les mots Et c'est dessus. facile ou pas? Ça va être drôle. C'est très drôle. C'est une bonne façon de gagner de l'argent de poche. Ah oui, ça paye combien? Vous vous souvenez ou pas? À l'époque, c'était 15 000 francs. Donc ça fait un peu plus de 2 300 €. C'est vachement bien. Ouais, c'était bien. 7 livres en 12 ans? Ouais. Je ne sais pas si vous sentez plus écrivain ou politique, ou les deux. Les deux se mêlent totalement. C'est une discipline. Voilà, ça libère, ça permet de passer à autre chose. Ça vous apaise? Oui, parce que j'ai l'angoisse du temps qui passe. Et l'écriture est un moyen pour moi de conserver des choses. En 2009, Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Agriculture. Il découvre alors un univers éloigné du sien qui va le bouleverser profondément. Vous êtes très aimé par les agriculteurs. Alors, C'est ma grande fierté. Je me suis trouvé comme ministre de l'Agriculture. C'est le côté direct, la relation humaine très franche. Et puis, c'est une France que j'aime, quoi. Pendant 3 ans, Bruno Le Maire a rencontré des centaines d'agriculteurs, dont Thierry Olive, star de L'amour est dans le pré. L'éleveur normand est attaché à celui qui était à la fois son ministre et son député. Je me suis trouvé face à face. Et on a discuté pas mal parce que c'est un homme qui a une tête sur les épaules, qui, quand il pose des questions, qui s'intéresse déjà. Parce que j'ai vu d'autres personnes, on pose des questions, qui pensent il manque ce carrette et puis moi je suis parti plus loin, quoi. Moi, quand je pose des questions, j'aime bien avoir une réponse. Et ça me touche qu'ils disent ça parce que les paysans, ils ont senti qui j'étais. Et je sais aussi que ça vous a beaucoup fait évoluer. Ça m'a pas fait évoluer, ça m'a totalement transformé. J'ai aussi rencontré la vraie misère, comme je pensais qu'elle n'existait plus dans notre pays, parce qu'on n'imagine même pas que ça existe, en fait. Bon, quand vous prenez ça en pleine figure, et que vous voyez en face de vous les gens, vous voyez dans le regard qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils sont complètement exsangues, ils n'en peuvent plus, et puis ils vous haïssent parce que vous représentez ceux qui ont quelque chose. Mais comment ça se fait que les politiques, on a l'impression que vous êtes un peu handicapés du sentiment? C'est comme si c'était un peu sale de montrer une fragilité. C'est très difficile de montrer la moindre fragilité en politique. Très difficile. Dès que vous êtes fragile, vous êtes vulnérable. Et dès que vous êtes vulnérable, vous vous sentez menacé comme responsable politique. Et donc pour moi, c'est le plus grand risque politique, se blinder à tel point qu'on n'éprouve plus de sentiments. Et moi, je connais beaucoup de responsables politiques qui n'éprouvent plus aucun sentiment, qui sont gelés de l'intérieur. Gelés de l'intérieur. Et je ne veux pas devenir comme ça. C'est pour ça que vous avez accepté de faire cette émission? Oui, je pense que tout l'intérêt de cette émission, c'est voilà, de montrer que pour moi, la part d'humanité, elle n'est pas négociable. En 2011, Bruno Le Maire espérait devenir ministre des Finances. Il n'a pas obtenu le poste, mais cette désillusion va s'avérer une leçon de politique déterminante. On savait que Christine Lagarde partait pour le FMI, donc elle allait laisser son poste ministre de l'économie. Moi, je n'avais pas caché que ça m'intéressait. J'avais dit, voilà, un certain nombre de personnes. Et donc après,
Oui, vous l'idée laissez... se diffuse, se laisse dire. D'accord. Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé directement Nicolas Sarkozy pour lui dire « j'aimerais bien le faire » Parce qu'il est président de la République et que ça je se fait suis pas. ministre et que ça se fait pas. Voilà. Donc on montre simplement qu'on a de l'intérêt pour le poste. Et puis ensuite, on est allé à un déplacement, c'était dans la Sarthe, avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et dès le matin, le chef de cabinet de François Fillon m'a dit « voilà, on annonce ta nomination cet après-midi au ministère de l'économie et des finances ». Il vous le dit. Me le dit. Et après, je repars en avion avec Nicolas Sarkozy. Et il me dit dans l'avion, voilà, tu vas succéder à Christine Lagarde. Ne le dis pas tout de suite, on l'annoncera cet après-midi, mais voilà, c'est fait, j'ai fait mon choix, c'est toi. Et donc voilà, pour moi, c'était fait. Et donc je vais dans mon bureau, puis j'attends. À 19h, il y avait 4 ou 5 heures qui s'étaient écoulées. François Fillon m'appelle et me dit, voilà, je te propose le ministère du budget. Je me dis, mais attendez, c'était pas du tout ce qui était convenu. Bon. Et là, effectivement, je suis rentré dans une colère noire. Mais devant François Fillon? Au téléphone? Non, au téléphone, oui, j'étais furieux. J'ai appelé après Sarkozy, j'étais furieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, voilà, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. C'est tout? Ouais. Mais Pour pourquoi il a ça que moi, changé je n'en veux d'avis? pas, parce qu'il a dû calculer les rapports de force politique. Et là, tout d'un coup, je me suis pris la porte pleine gueule. Je me suis aperçu, tiens, tu pèses rien. Tu as peut-être bien fait un bon boulot de ministre de l'Agriculture, mais dans le fond, on s'en fout. Si vous êtes tout seul, vous pesez rien. Il faut que j'ai des maires, il faut que j'ai des députés, des sénateurs, des gens qui sont pour moi, qui sont prêts à dire attention, si c'est pas lui qui gagne, on sera pas content. Vaut mieux être un mauvais ministre avec des gens derrière qu'un bon ministre avec personne derrière. Eh bien, vous m'ôtez les mots de la bouche. Oh, c'est dingue. L'idéal étant quand même d'être un bon ministre avec des gens derrière. Oui, mais ça fait vous du pouvez temps. être un excellent ministre, si vous n'avez pas de troupes derrière, vous valez rien. Et on peut vous jeter comme ça, du jour au lendemain. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que cette humiliation que vous avez ressentie est à l'origine de votre ambition présidentielle. Ça a été la meilleure leçon politique qu'on m'ait donnée dans ma vie. Bon, toujours pas de sexe avec tout ça, alors attendez. Alors, ah mais tiens, justement. Hier l'après-midi, on était allongé dans les dunes. Ça sentait tellement bon dedans, et j'avais mon gazouillis qui était un fou. Elle me dit, Thierry, t'as une bosse? J'ai dit, c'est normal. Monsieur Bruno Le Maire, quand il est allongé dans les dunes auprès de sa petite femme, je pense que son petit gazouillis, il doit s'élever aussi. Et puis, il n'y a pas de mal. C'est la nature. Voilà. Il a raison, Thierry. Il a raison, Thierry. Bien sûr. Très important, la nature. C'est très important, le gazouillis aussi. Oui. Il est extraordinaire. Hein. Il est extraordinaire. Ouais. Je sais que dans un de vos romans, vous avez parlé d'une scène vague de sexe avec votre épouse et que certains bien-pensants se sont offusqués. Ils sont un peu coincés. Oh, ça va, c'est des gens qui allaient me caresser le sexe, c'est tout. Ils ont raison, j'aurais dû aller plus loin. Mais ils sont un peu coincés dans votre parti, non? Non, c'est-à-dire qu'on se sert de tout comme d'une arme, mais certaines sont un peu dérisoires. C'est un sabre de bois, ça, comme arme. Vous n'avez pas du tout peur de parler de sexe, vous, dans votre vie? Pas du tout, non. Non? Non. Pourtant, ça, c'est pas très conforme à une éducation catholique stricte. Oui, mais tout ce qui vous permet de vivre de manière épanouie est bon. Le sexe, le vin, les beaux paysages, la littérature, c'est la vie. Ouais. Attention, parce qu'elle est tellement, tellement, tellement fragile. Mais ça revient tout le temps, c'est une obsession chez vous. C'est une obsession parce que j'ai été confronté. Quand vous avez à 22, 23 ans un ami avec qui vous passez tout votre temps, dont vous êtes très proche, qui sombre dans la dépression et qui se suicide, vous vous dites, bon, c'est fragile. Quand vous avez votre père qui, en quelques semaines, bascule dans la maladie et disparaît en 3 mois, voilà, la vie est fragile. Quand vous vous réveillez un matin, vous avez vu votre grand-mère que vous aimiez profondément la veille, elle vous dit, voilà, elle est morte. Bon, c'est ça, c'est des choses qui vous marquent profondément et qui, au bout du compte, vous amènent à vous dire, profite de la vie, profites-en. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous? C'est quand même quelqu'un de beaucoup plus singulier que ce qu'on pensait. Voilà. Ça, c'est un beau compliment pour vous. Alors, imaginons que je suis une bonne fée et si vous êtes élu président en 2017, je vous donne la possibilité d'appeler une personne, parmi les vivants ou les morts. À qui auriez-vous envie de dire, ça y est, c'est fait, je suis président de la République?
À ma grand-mère, je pense. J'étais sûre. À ma grand-mère, oui. Je pense que je dirais que... tu m'as appris la liberté, ben voilà. Si je suis là, c'est parce que j'ai été libre. C'est beau, hein? Bon, c'était pas trop douloureux ce moment, c'est fini? Non, mais... Non, c'est pas dur, mais on va au fond des choses, hein, comme jamais. Tant mieux, c'était le but. Et vous vous attendiez